Bienvenue dans cette nouvelle édition de Science Friction sur Mediapart où nous allons parler aujourd'hui des émotions des chercheurs. Les chercheurs sont évidemment des hommes et des femmes comme des autres, sujets à l'amour, à la haine, à l'ennui, à la joie et autres émotions. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les émotions liées au métier même, au métier de la recherche, au métier de la science, au métier de l'expérimentation et qui passent pour des métiers froids, où l'objectivité régnerait, alors qu'en vérité, il s'agit d'un monde fourmillant d'émotions, comme le montre très bien Françoise Vaquet, que je suis très heureux de recevoir. Bonjour Françoise Vaquet. Bonjour. Qui est l'auteur d'un livre extrêmement original qui s'appelle Une histoire émotionnelle du savoir, 17e, 21e siècle, chez CNRS Éditions. Vraiment, je le recommande à quiconque connaît un tout petit peu le monde de la recherche. Il y découvrira un regard tout à fait nouveau et original sur ce milieu que l'on croit connaître. Il est d'usage que je présente l'invité, mais je propose aujourd'hui, vu le sujet un petit peu spécial, Françoise Vaquet, voulez-vous vous présenter vous-même et nous raconter comment, par quel mouvement d'émotion vous en êtes venu à écrire ce livre passionnant? Donc de formation, je suis historienne et littéraire, puisque j'ai fait des études dans les deux domaines. Je me suis principalement intéressée, pendant ma carrière, comme assez longue, au monde savant. Et ce qui m'a intéressée dans le monde savant, donc du XVIe au XXIe siècle, c'est de voir comment ce monde se vivait, comment les gens se percevaient et comment ils se percevaient dans leur travail. Pour donner un exemple récent de publication qui d'ailleurs m'a amené à celle-ci, c'est un ouvrage qui portait sur l'ordre matériel du savoir, où je m'intéressais non tant aux idées, mais aux instruments de toutes sortes que les gens manient dans leurs recherches, que ces recherches portent dans le domaine des sciences humaines ou dans le domaine des sciences que nous disons dures. Voyant le maniement de ces outils multiples, qui peut être aussi l'outil corps en quelque sorte, le regard, la main, etc., je me suis rendu compte de l'importance qu'il y avait aussi d'un ordre sensible. Et c'est comme ça que peu à peu je suis arrivée à cet ouvrage-ci. L'ordre sensible des émotions. Voilà. Alors un des chercheurs, je trouve qu'il parlait de manière la plus saisissante, parce que c'était aussi un très grand écrivain de ses émotions dans sa carrière, c'est François Jacob, prix Nobel de biologie en 1965, à l'Institut Pasteur, qui sera également après à l'Académie française pour dire. Qu'est-ce qu'il raconte de la gamme d'émotions qu'il va traverser dans ses recherches? L'exemple de François Jacob est un exemple très, très intéressant. D'abord par la personnalité même de François Jacob, par son talent d'écriture, par les autobiographies qu'il a livrées, parce que tous les chercheurs n'en livrent pas. Et François Jacob offre cette perspective très intéressante pour mon travail. En effet, très souvent, quand on parle des émotions des savants, on s'attache à une émotion exceptionnelle, à cette sorte d'éblouissement qu'à un moment de sa carrière, le chercheur a eu, trouvant finalement ce qu'il cherchait depuis un temps parfois très long, car la recherche aussi est une activité de longue durée. Eureka. Le fameux Eureka, exactement. Bon. Et François Jacob a eu cet Eureka, et il l'a eu au cinéma. Mais, si l'on en restait là, ce serait une vision finalement très, très, très sèche et très, très pauvre que l'on aurait d'une personnalité de chercheur qui ensuite, après ce moment exceptionnel, retomberait dans une sorte d'impassibilité. Or, lorsqu'on lit La statue intérieure, qui pour moi est un livre absolument merveilleux... Donc les mémoires de François Jacob. Oui, qui a un des volumes. François Jacob explique bien, et montre bien tout au long de son parcours dans l'Institut Pasteur, depuis le premier jour où il y a mis le pied, toutes les émotions au jour le jour de sa vie de chercheur, que ce soit dans son bureau, un bureau qui au début était aussi la salle à manger de ses collègues, et n'avait qu'une envie, c'est qu'il débarrasse en quelque sorte le champ au plus vite. Ses émotions aussi dans ses discussions nombreuses qu'il a avec Jacques Monod, puisqu'il a beaucoup travaillé avec Jacques Monod. Autre prix Nobel de biologie. Autre prix Nobel, ils ont été prix Nobel d'ailleurs ensemble. Et ces discussions qui étaient à la fois des moments absolument passionnants, d'enthousiasme, on va y être, et puis tout d'un coup, la déconvenue, et il fallait repartir à nouveau à zéro. Et aussi des fois des scènes qui sont des scènes
que je qualifierais, avec le respect que je peux avoir pour ce grand chercheur, de scènes quasiment enfantines. Et il rapporte que quand il est allé travailler en Californie avec Stanley Brenner, à un moment donné, ça ne marchait pas. Tout ce qu'ils essayaient, ça ne marchait pas. Ils étaient découragés, prêts à abandonner. Puis un jour, en reprenant leur protocole de recherche, l'idée est venue, une idée, ils sont allés vérifier, et là, ça marchait. Et il décrit la scène où ils poussent des cris de joie, mais comme des cris de joie d'enfants, et ils se mettent à danser de façon échevelée. Donc, quand on lit ce livre, et là, je n'ai cité que quelques épisodes marquants, on voit un va-et-vient émotionnel constant entre des joies, des enthousiasmes, et aussi des craintes, des inquiétudes, des déconvenues. Et c'est ça la vie aussi, la vie quotidienne d'un chercheur. Alors sur près de 3 siècles d'histoire que vous balayez dans ce livre, vous notez que les chercheurs parlent plus d'émotions négatives, de frustration, de déception, de jalousie, d'ennui, etc., que d'émotions dites positives. Comment l'expliquez-vous ? Ça, je ne l'explique pas. D'abord, je le constate. On voit dans les récits qui sont donnés que la majorité, là il faudrait peut-être quantifier d'une certaine façon, la majorité, ce sont des émotions que l'on qualifierait plutôt de négatives, des craintes, des angoisses, des inquiétudes, des colères, etc., que des joies extrêmes, des enthousiasmes. Est-ce que cela est dû aux sources ? C'est une question. Ou bien si l'on suit le proverbe commun, hein, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc quand ça marche, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a ça ? Est-ce qu'il y aurait aussi peut-être un code de métier qui ferait que ce serait peut-être malvenu de trop parler de ces joies, de ces succès, de ces enthousiasmes ? Ou bien est-ce qu'il y a j'aurais encore cette vieille conception judéo-chrétienne du travail qui s'accomplit dans la souffrance. Et là, ça c'est un champ de recherche qui, je dois dire, reste ouvert. Donc la question reste ouverte. Oui, tout à fait. Mais il n'empêche pas moins que la question de la souffrance au travail qui a explosé ces dernières années dans de nombreux corps de métier existe aussi dans le monde académique, dans le monde de la recherche. Oui, elle existe aussi dans le monde de la recherche. Et là aussi, c'est une interrogation. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? Alors que, par exemple, dans l'entreprise, non seulement dans le monde de l'entreprise, on en parle, mais on a essayé de mettre au point, on a mis au point d'ailleurs, des techniques pour essayer de contrôler, de limiter cette souffrance. Dans le monde de la recherche, non, on n'en parle pas. Ça reste peut-être parce que le métier est un métier qui est jugé à la fois prestigieux et gratifiant, et on n'ose pas parler de souffrance. Et pourtant, elle existe. Elle existe pour des chercheurs à l'heure actuelle que l'on qualifie de précaires, mais il y en a toujours eu. Peut-être le phénomène est simplement plus important aujourd'hui, mais elle existe aussi pour des gens qui ont, eux, un poste et qui souffrent dans le travail. Alors, les chercheurs ont pour usage, pour code culturel, de ne pas parler de leurs émotions dans le cadre du travail. C'est ce qui fonde l'idée d'objectivité. C'est comme si le chercheur s'effaçait derrière son sujet de recherche. Pourtant, cette objectivité elle-même a une histoire, racontez-vous. Elle n'a pas toujours existé. Non, elle n'a pas toujours existé, ou plus exactement, à partir d'un certain moment, elle s'est codifiée. Dans les années 1850 et suivantes, se développe, d'abord dans les sciences que l'on qualifie de dures, et ensuite dans toutes les autres, l'idée d'une objectivité. C'est-à-dire que le chercheur, quel qu'il soit, doit, dans son travail, dans l'œuvre publiée, dans l'œuvre publique, il doit effacer sa personnalité. Il doit devenir, comme l'a dit très justement et de façon merveilleuse Nietzsche, il doit devenir un neutre. Donc ne pas en faire état. Et là, on voit cet idéal d'objectivité qui s'est mis en place dans tous les savoirs, aussi bien les sciences dures que les autres, en histoire, en sociologie avec Durkheim, en littérature, en France avec Lançon, etc. Lançon, oui. Qui est un critique littéraire ? Non, Lançon qui a été un professeur de la Sorbonne et qui a été le grand maître à la Sorbonne des études littéraires et qui dit que
la critique littéraire ne doit plus être une question de goût, en quelque sorte, hein, mais aussi doit être fondée sur des documents, par exemple la bibliographie, les sources, etc. Cette objectivité aussi s'est traduite par la mise en place de styles d'écriture qui sont devenus des styles neutres, en quelque sorte. Alors naturellement, c'est beaucoup plus poussé dans les sciences dures, sciences de la vie, sciences de la matière, etc., où tous les chercheurs, partout dans le monde, écrivent leurs articles suivant le même plan, en 5 parties, et ont un style d'écriture qui est un style, utilisant l'anglais, hein, qui est un style neutre, c'est-à-dire des phrases au passif, la recherche se fait, hein, c'est pas quelqu'un qui fait la recherche se fait, et aussi avec des formes très particulières, par exemple beaucoup d'abréviations techniques, beaucoup de noms composés, etc. Enfin, on laisse très peu de place. Alors, par exemple, pas de place à la métaphore, pas de place au titre de fantaisie, comme nous, parfois, nous pouvons encore en avoir. Mais ce style aussi s'est développé en histoire, et les grands maîtres des études historiques objectives, qu'on dit l'école méthodique en France, c'est-à-dire Langlois et Seigneur-Bost. À la fin du XIXe siècle. Exactement, extrême fin du XIXe siècle, disait que le savant, l'historien savant, que l'on distinguait de l'historien littéraire, ça c'est une grande, ou de l'historien journaliste, bon, eh bien, devait écrire d'une façon aussi extrêmement, comment dire, impersonnelle. Il ne devait pas s'endimancher, comme on disait, voilà. Alors qu'on peut aussi bien soutenir que c'est un appauvrissement, cette idée d'objectivité, d'idéal d'objectivité introduit à que tous les styles se ressemblent, les personnalités s'effacent, c'est peut-être un appauvrissement pour les savoirs, puisque vous parlez d'histoire du savoir. Ça, c'est une question que l'on peut poser. Je pense aussi que ça, dans les sciences dures, où cela s'est établi d'abord et avec une force absolument incomparable. Et à l'heure actuelle, les directeurs de revues sont très stricts sur cela, où tout est codifié. Non seulement le corps de l'article, mais aussi le titre, mais aussi l'abstract, mais aussi les mots matières. Tout est codifié et précisément codifié. Cela aussi, je pense, a un intérêt dans la communication du savoir. Quand même, ce n'est pas totalement négatif. Hein. Bon. Ensuite, est-ce que cela peut être un appauvrissement? Peut-être dans certains savoirs, plus dans les sciences humaines que dans les sciences dures. Alors le monde scientifique se fonde sur l'exclusion, la mise à l'écart des émotions, dont on ne parle pas, des émotions liées au travail, sauf dans certains moments bien particuliers que vous appelez des rites de passage. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage dans une vie de chercheur? Alors, des rites de passage, ce sont des moments, finalement, si on prend l'expression de façon littérale, hein, où l'on passe d'un état à un autre état. Où, par exemple, le doctorant devient docteur au moment de la thèse, et à la fin de la carrière, dans des cérémonies des adieux, qui sont souvent matérialisées dans les sciences humaines par des mélanges, la remise de mélanges, de volumes en honneur de la personne. C'est des recueils de textes consacrés à la personne, à sa carrière, c'est ça? Oui, ce sont ou un sujet qu'il a traité, par exemple son sujet de prédilection, hein, ou bien dans le domaine scientifique, il y a ce qu'on appelle les jubilés scientifiques, où les amis, les collègues, les disciples de la personne en question se réunissent autour de lui pour un dernier moment, en quelque sorte, le moment où il va sortir de la carrière et partir en retraite, en quelque sorte. Et là, vous parlez de ces moments comme des moments où des gens d'habitude très froids ont la larme à l'œil, où on les effusions de sentiments. Voilà. Alors, on est absolument frappé par justement la densité émotionnelle, la force des affects qui se manifestent à ce moment-là. Et qui se manifestent à diverses façons. En effet, par exemple, les mélanges, les ouvrages, les volumes de mélange, souvent ont une préface, et cette préface déjà est à haute densité émotionnelle, où on expose la carrière de la personne, ce que la personne a fait, et naturellement cela est fait par une personne, très souvent un élève,
le préféré, celui qui a le mieux réussi, par exemple, et qui donne ses sentiments. Mais cela se voit encore plus dans les discours qui sont faits par, au moment de la remise des mélanges ou au moment des jubilés scientifiques, qui sont faits par des collègues, des autorités, d'anciens élèves, qui témoignent de leur affection envers la personne, de ce que la personne a apporté, qui livrent d'ailleurs des anecdotes, jamais ne sont ailleurs, ne sont livrées naturellement, uniquement là, et tous ces discours se terminent en général par un autre discours qui est le discours de la personne qui est honorée et qui, grosso modo, redit les mêmes choses, c'est-à-dire sa carrière. Et très souvent, j'ai été frappée en assistant à plusieurs de ces cérémonies de voir des personnes qui avaient la larme à l'œil. Et dans mon livre, je cite alors un témoignage d'un professeur de l'Université de Toulouse, un juriste de l'Université de Toulouse, qui à ce moment-là dit non, qui était un homme qui avait une grande facilité de parole, hein, et qui dit là non, il me faut un texte parce que l'émotion est trop forte. Alors c'est un professionnel de la parole qui pendant 40 ans avait discouru en chair sans difficulté. Voilà. En plus, il avait eu des activités politiques aussi, donc il avait l'habitude de la parole, oui. Donc entre la soutenance du doctorat et la cérémonie de départ à la retraite, entre ces deux rites de passage, selon votre terme, les émotions, je vous cite, sont hors champ. On ne les voit plus dans le travail de la recherche, alors qu'elles sont omniprésentes. Non. Ou bien, alors on ne les voit que, par exemple, dans des ouvrages, dans ce que j'appelle les paratextes, c'est-à-dire pas dans le corps de l'ouvrage, mais dans les liminaires. Par exemple, dans des remerciements, qui souvent en sciences humaines sont assez longs, et les gens remercient, et en même ceux qui les ont aidés, et font état de leurs sentiments, ne serait-ce que de la reconnaissance, hein, ou du plaisir qu'ils ont eu de parler avec quelqu'un, là, ou bien, alors, de façon plus originale, dans des livres qui sont écrits, je dirais, en doublure. Et je pense, par exemple, en ethnologie, anthropologie, à certains auteurs actuels, on peut penser à Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui a consacré sa thèse sur une population donc de l'Amazonie, mais ensuite, alors la thèse est écrite de façon très, très conventionnelle, hein, avec le style de rigueur, en quelque sorte. Par contre, il a ensuite écrit un volume qui s'appelle Les Lances du crépuscule, qui est très beau, qui est un volume publié dans une collection de plus ample divulgation pour un grand public, enfin un public cultivé quand même, et où Descola parle, redit un peu la même chose d'une certaine façon, mais parle de ses impressions sur le terrain. À la première personne du singulier. À la première personne du singulier, oui. Comme s'il y avait deux, Philippe et Descola, deux personnes. Exactement. Et cette dualité, disons, ou cet individu clivé, si je peux parler comme ça, on le voit très bien dans un autre ouvrage d'un ethnologue, Michel Perrin, qui avait travaillé sur le chamanisme, aussi dans une population d'Amazonie. Et Perrin, dans l'ouvrage de Perrin, se présente ainsi. Il y a une partie imprimée, des chapitres imprimés en caractère romain, qui sont son travail scientifique, et il y a des chapitres imprimés en italique, qui sont ses impressions de terrain. Donc on a dans l'ouvrage cette dualité italique-romain avec la personne chercheur et la personne individu. Mais dans les deux cas, il y a l'idée qu'il y a deux hommes, il y a plutôt l'homme et le savant. Oui, parce qu'aussi cela ressortit à autre chose, à une discipline de métier où finalement il ne faut pas parler des émotions, et en particulier des émotions qui sur des terrains, par exemple en anthropologie, ou que ce soit anthropologie lointaine ou maintenant anthropologie du proche, des terrains qui peuvent être très émotionnels, portés à des émotions très, très vives, et le chercheur ne devait pas faire état de ces émotions, parce que sinon ça pouvait disqualifier son travail, montrer qu'il était une personne émotionnelle et non un chercheur scientifique. Alors on évoquait tout à l'heure François Jacob, le prix Nobel de biologie. François Jacob disait que l'article scientifique, un article scientifique, c'est comme si on écrivait une guerre à partir des seuls communiqués de l'état-major. Oui. Et il le déplorait. Il le déplorait en aspirant à une autre manière d'écrire la recherche, avec plus d'implication de l'individu peut-être. Est-ce que vous connaissez des exemples en ce sens ou des recherches alors, surtout ce qu'il y a, c'est que François Jacob, je ne sais pas s'il envisageait une autre manière, mais il montrait quelques lignes auparavant le travail de décapage
qui était fait lorsque le chercheur couchait sa recherche sur le papier, ou tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était aussi échec de la recherche, parce que finalement ce qui se publie, c'est la recherche qui marche. La recherche qui ne marche pas, elle disparaît. Donc tout ce qui était déconvenu, tout ce qui était, ce qu'il appelle toutes ces scories aussi émotionnelles que l'on éprouve alors, tout ça était décapé. Il y a à l'heure actuelle des essais d'écrire, en particulier dans les sciences humaines. Dans les sciences dures, je ne pense pas. Mais dans les sciences humaines, d'écrire de façon plus personnelle. Et en particulier dans le domaine de l'ethnologie, de l'ethnographie et de l'anthropologie, où les gens vont sur le terrain et tirent aussi leur savoir du terrain, hein, du dialogue qu'ils peuvent avoir avec les personnes qu'ils rencontrent. Il y a des essais qui ont été faits, qui ont abouti à un genre de publication essentiellement répandu dans le monde anglo-américain, qui s'appelle auto-ethnographie, où des gens racontent en même temps que leurs recherches, leurs états d'âme, et ce genre, de plus, dans l'idéal du moins, doit être soutenu par un certain style littéraire. Une sorte de journal intime, journal de recherche. Journal de recherche et en même temps, si vous voulez, à la fois journal et analyse, si j'ose dire. Hein. Il y a eu des réussites, et il y a aussi beaucoup d'échecs. D'une part parce que bon, le style littéraire n'est parfois pas au niveau, et surtout parce que il y a une sorte de déviation qui se produit, et le chercheur finit à parler beaucoup plus de lui-même que de son terrain. C'est peut-être au final ce qui l'intéressait. Peut-être. Comme si la recherche était une manière de sublimer des inspirations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est ce que l'on attend de la recherche? C'est la question aussi. Françoise Vaquet, merci beaucoup de ce regard très original sur l'histoire des sciences et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction.